Serge Gonzalez, qui va nous lire donc la déclaration qu'a faite pour la CGT ce jour anniversaire de la mort de Flora Tristan. Ce monument fut inauguré en 1848 à la mémoire de Flora Tristan en présence de plus de 100 000 ouvriers qui s'étaient cotisés dès son décès pour le faire construire. Ce geste de solidarité des ouvriers bordelais traduisait leur reconnaissance pour celles qui avaient épousé leur cause. Dans le livre L'Union ouvrière affichait sa volonté de fédérer les travailleurs. Chacun connaît les conditions de rencontre en Espagne de sa mère Anne-Pierre Disney, de son père Don Mariano de Tristan, riche, noble, péruvien, colonel au service du roi d'Espagne. De retour en France en 1802, Flora naît à Paris en 1803. La famille mènera une vie, je cite, peu luxueuse mais confortable, jusqu'au décès du père du colonel en 1807, obligeant son épouse à se retirer de la campagne avec ses 2 enfants. Flora y vivra jusqu'à l'âge de 15 ans. Après l'abdication de Napoléon, les élections législatives d'août 1815 élisent 350 députés sur 393, ultra-réalistes. La plupart des élus sont des provinciaux propriétaires ruraux, beaucoup d'anciens nobles très hostiles aux idées révolutionnaires. Le 31 octobre de cette même année est adoptée la loi de sûreté générale qui suspend la liberté individuelle et permet de poursuivre, de punir et de détenir sans jugement les suspects. C'est dans ce climat-là qu'elle va s'éclore à la politique. Voilà. Revenue à Paris en 1818, la famille, celle qui reste bien évidemment, s'installe dans un taudis du vieux Paris. Florent travaille, comme vous le savez, comme ouvrière coloriste dans l'atelier de celui qui deviendra son mari, le peintre lithographe André Chazal, qui la demanda en mariage. C'est ce qu'elle accepta sur le conseil de sa mère en 1821. La cohabitation, vous le savez, durera 4 ans. Les ressources du ménage diminuant, André Chazal deviendra son bourreau. Malgré les menaces et le voie de faits de plus en plus graves, les procès qui lui intenta, elle ne reprendra plus jamais la vie commune, mais devra subir son harcèlement. Enceinte pour la 3e fois, elle quitte le domicile conjugal en début 1825. Le divorce ayant été supprimé en 1816, avec le retour de la royauté, elle est obligée de se faire passer pour veuve. Toute sa vie, elle ne cessera de lutter pour le droit au divorce. Elle entre comme femme de chambre auprès d'une famille anglaise, à laquelle elle part en Angleterre. Ses 3 enfants étant en pension chez sa mère, et elle obtient, c'est une première victoire en 1828, la séparation de biens avec son mari, qui était alors dénué de ressources. À partir de ce moment-là, son engagement sera résolument féministe et social. De 1825 à 1830, elle voyage en Suisse, en Italie, en Angleterre, pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle y découvre des réalités nationales, sociales, politiques très différentes. Le 7 avril 1833, elle embarque à Bordeaux pour rejoindre 4 mois plus tard le Pérou, afin de rencontrer la très riche famille de son père et tenter de faire valoir ses droits à l'héritage. Mais son oncle lui objectera son statut d'enfant naturel, puisqu'elle ne peut fournir que de justificatif du mariage de ses parents. Elle repartira néanmoins avec la promesse d'une rente annuelle, mais bien vite qui sera suspendue. Le 15 juillet 1834, elle regagne l'Angleterre et sera de retour à Paris, à peu près un an plus tard, où elle vivra sous un faux nom, pour toujours se cacher de son mari, qui est toujours à sa recherche. C'est à ce moment-là qu'elle entame ses premiers travaux littéraires. Elle veut, dit-elle, je cite, « Ayant connu la malheureuse condition de la femme abandonnée, créer une association pour la secourir. » Fin d'excitation. Elle travaille aussi sur des textes des pères du socialisme utopique, Fourier, Saint-Simon et du communisme, Cabet. Comment ne pas faire le parallèle entre son livre, par exemple, Promenade dans Londres, qui va paraître en 1840 puis en 1842, qui dévoile la misère d'un capitalisme industriel développé, et le travail d'observation d'Engels, qui à la même période s'installe à Manchester, dans l'usine de son père, et constate lui aussi la condition ouvrière qu'il ne connaissait pas. Florent découvre alors le mouvement chartiste. L'exemple de O'Connell, elle dit à ce propos, les travailleurs nombreux et opprimés doivent s'unir, sans distinction de métier ou de patrie, pour conquérir sur les autres classes le droit à la vie. Elle poursuit, leur union sera seule suffira, nulle violence sera nécessaire, leur utilité est absolue.
Nous savons, nous, qu'il n'en vit pas ainsi, mais c'était sa volonté. Si la faiblesse du mouvement ouvrier, à ce moment-là, explique l'échec des grandes luttes, et notamment et la répression qui s'en suivit, les canuts à Lyon en 1831 puis en 1834, si c'est la misère qui les lance dans la grève, voire dans l'insurrection, si les ouvriers sont vaincus, il n'en reste pas moins que pour la première fois dans cette période, les ouvriers se sont battus seuls pour leurs propres revendications. Si l'union ouvrière échoue en tant que principe, l'idée est lancée et elle prendra corps quand les conditions deviendront favorables. Flora Tristan veut, dit-elle, je cite encore, faire une place aux ouvriers et s'adresse aux représentants du monde ouvrier pour leur demander de s'associer à son œuvre. Plus tard, en 1848, date aussi où est érigé ce monument, dans une période de bouillonnement révolutionnaire en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Hongrie aussi, Marx et Engels écriront le manifeste communiste. Elle est de retour à Bordeaux en septembre 1843. Les ouvriers qu'elle rencontra étaient des compagnons charpentiers, ayant sollicité sa venue par lettre avec le soutien de collègues parisiens. Ils lui firent, dit-elle, une excellente impression, mais elle note, je cite, un décalage de conscience avec le prolétariat parisien. Dès avril 1844, elle fait un tour de France, circuit traditionnel des apprentis compagnons. Des centaines d'ouvriers se pressent pour l'écouter. Elle tient jusqu'à 3 réunions par jour et doit affronter les interdictions de la police. Ces rencontres avec le peuple ouvrier, dans sa diversité sociale d'expériences, de lutte, sont essentielles. Elle n'hésitera pas non plus à rencontrer, notamment à Nîmes par exemple, le président du consistoire protestant et l'évêque de Nîmes. Nîmes, où les Cévennes, où la guerre contre les camisères dans les Cévennes est encore dans toutes les têtes. Elle dénoncera d'ailleurs aussi à cette occasion tous les fanatismes religieux. C'est donc en passeur d'histoire sociale que notre institut s'inscrit depuis des années dans la commémoration de Flora Tristan et parce que les racines de notre mouvement syndical se nourrissent encore aujourd'hui des combats de cette femme de lettres, journaliste, pionnière, 6 années du féminisme et d'une forme de syndicalisme, de transformation sociale et de solidarité internationale. Flora, Florita, Flora, Flora la bella de nuestro jardín, siempre estás ahí, eres la luz del camino, guía de la oscuridad, alegría en los corazones. Flora, Florita, eres hermana, la que siempre estás, cuando más te necesitamos, estás allí. No importa lo que pase, siempre estarás, siempre estaremos para ti, porque tú eres nuestra Flora, la más hermosa, la más bonita de nuestro jardín.